messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, l'ancienne ministre Aminata Lodjan, placée sous mandat de dépôt, elle a été envoyée au pavillon spécial comme l'exige le protocole sanitaire de l'administration pénitentiaire. On vous explique tout dans cette édition. Plus de cours les après-midi pour les élèves de l'Académie de Dakar. Les autorités redoutent un emballement épidémique dans le milieu scolaire. La mesure concerne toutes les écoles primaires du département de Dakar. Elle sera effective dès la reprise le 8 février. Les cas de contamination au coronavirus comptent désormais par centaines. Plus de 400 cas nouvelles. Le décès de Maître Hassimou Touré. Il était un des ténors du barreau sénégalais. L'avocat est décédé ce lundi à Touba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une ancienne ministre en prison, Aminata Lodjan, va dormir ce soir au pavillon spécial. Elle a été placée sous mandat de dépôt par le substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Dakar. Elle est poursuivie pour violation des règles du couvre-feu, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions et usurpation de fonctions. Et arrêtons-nous justement sur le profil politique de cette ancienne ministre, militante libérale dans la banlieue de Dakar. Elle a géré plusieurs portefeuilles ministériels sous le régime du président Abdoulaye Wade. Salif Sow. Élue députée en 2007, Aminata Lodjan ne siégera pas à l'hémicycle. Nommée ministre la même année, la libérale avait choisi la salle des banquets. Elle assista au Conseil des ministres de 2007 à 2012, fin du règne libéral. Abdoulaye Wade lui avait renouvelé sa confiance à 4 reprises, ministre des Sénégalais de l'extérieur en 2007, ministre du tourisme et de l'artisanat en 2008, ministre en charge des relations avec les institutions en 2010, passage bref à la même année. Elle fut ministre de l'Action sociale. Sur le terrain politique, elle était très active, membre de la jeunesse féminine libérale, élève au lycée Seydina Limamou Laye, le baccalauréat en poche. La jeune responsable politique à Guinaw Rail s'inscrit à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après quelques années passées au département de pharmacie, Aminata Lodjan rejoint la Belgique. Son parcours politique a été parsemé d'embûches. Membre du bureau politique du PDS plusieurs années durant, la responsable a battu campagne pourtant pour Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle lors des législatives de 2017 à Pékin. La présidente du parti Appel 3J, Aminata Lodjan, se réclame toujours de l'opposition malgré ce coup de main donné à l'ex-frère libéral Macky Sall. Merci Salif. Aminata Lodjan est donc envoyée au pavillon spécial comme prévu par le protocole sanitaire de l'administration pénitentiaire dans le cadre de la pandémie actuelle. Toutes les femmes placées sous mandat de dépôt vont donc passer 15 jours au pavillon spécial avant de rejoindre la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6. L'autre grand titre de cette édition, c'est une conséquence de la flambée de l'épidémie dans Dakar. L'inspection d'Académie de Dakar décide de suspendre jusqu'à nouvel ordre les cours les après-midi dans le cycle primaire. La mesure va entrer en vigueur dès la reprise des cours le 8 février. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Amadouba. Les élèves du primaire de l'Académie de Dakar ne vont plus faire cours l'après-midi. Une décision de l'inspection d'académie qui vise à diminuer au maximum les rassemblements, source de propagation du virus en milieu scolaire. Elle entre en vigueur dès la reprise. Nous avons décidé, à partir de la reprise prochaine, de sortir une note de service pour que les horaires soient revus. Donc du lundi au jeudi, de 8h à 14h, le vendredi de 8h à 13h. Les emplois du temps vont être réaménagés et à la reprise, ils trouveront la note et les emplois du temps réaménagés jusqu'à nouvel ordre. Et ça, c'est pour préserver les élèves. Le SAEMS approuve la décision de l'Académie de Dakar
Le syndicat majoritaire dans le moyen secondaire va plus loin. Il propose un système du double flex dans tous les cycles. Tout le monde peut espérer quand même qu'il y ait un effet. S'il y a un effet, je crois qu'il faut que chacun tire les conséquences, qu'on essaie, comme je l'ai dit, mais d'aller vers non seulement le double flux, voire des effectifs qui viennent aujourd'hui, le matin, et d'autres viennent le soir, mais aller au-delà de ça en promouvant, mais la journée continue à l'école. Cela nous évitera davantage le contact avec, en tout cas, l'extérieur. Toutefois, pour une meilleure application, il faut nécessairement l'implication des acteurs au premier chef, les élèves. Parler avec les gouvernements scolaires pour leur demander de prendre en charge dorénavant cette responsabilité de faire respecter les gestes barrières. Ils vont s'organiser en comité de vigilance ou en cellule de vigilance. Ce sera à eux de me proposer le nom. Notre élève, s'ils s'organisent, je pense qu'ils vont sensibiliser davantage et leurs camarades vont être beaucoup plus proactifs. Nous avions entendu à l'époque le président de la République parler quand même de la nécessité de reprendre les activités du monitoring avec les organisations syndicales. Mais depuis lors, absolument rien n'a bougé. Et je crois que le gouvernement est interpellé aujourd'hui pour profiter encore de cette période-là et rencontrer les organisations syndicales de l'enseignement, notamment du G7. Du coup, nous avons fait une promesse de 300 000 tables bancs. C'est l'occasion de renforcer les écoles en tables bancs, ce qui est disponible. Durant cette période de vacances scolaires, tous les établissements seront désinfectés. Il faut aussi préciser que cette mesure de l'IA ne concerne que le département de Dakar, qui est très touché par la pandémie. Merci Pafara, et retenez que ce lundi, 404 cas sont rapportés aujourd'hui. 404, c'est un record. Rien n'indique en revanche que le variant britannique, le VOC 2020, a pu jouer un rôle dans ce nouveau record de contamination. 54 personnes développent la forme grave de la maladie et 10 personnes ont succombé à la Covid-19 ce dimanche. En ce qui concerne le vaccin, vous le savez, le Sénégal a validé son plan de vaccination. D'abord, les cibles prioritaires qui constituent plus de 3 millions de personnes se feront vacciner. Il s'agit entre autres de personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans ou encore les sujets avec comorbidité. Mais à ce jour, les pays africains qui ont commencé à vacciner leur population se comptent sur le bout des doigts. Selon les estimations, le continent aura besoin d'1,5 milliard de doses pour vacciner 60% de sa population pour atteindre ainsi l'immunité collective, ce qui est loin d'être gagné quand on regarde ce qui se passe actuellement sur la scène internationale. Selon des spécialistes, la souveraineté sanitaire et pharmaceutique est l'enseignement majeur de la pandémie actuelle. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Diafara Ba. L'Afrique traîne encore le pas. Un problème d'anticipation manifeste selon Dr Abdourahmane Sow. Au-delà des moyens qui font défaut, aujourd'hui, il est impératif d'aller vers la souveraineté pharmaceutique. Avec l'avènement de cette pandémie, aujourd'hui, tous les décideurs, tous les présidents de la République sont conscients que cette souveraineté pharmaceutique africaine est devenue un impératif pour la stabilité sociale et pour le développement du continent. Le choix du vaccin pour le Sénégal est une interrogation qui mérite une profonde réflexion de la part des différents techniciens. Quelle logistique pour quel vaccin et comment procéder? Il faut prendre en compte les conditions de stockage, la logistique qu'il faut pour pouvoir donc vacciner l'ensemble des personnes. Mais si nous faisons une étude comparative par rapport aux forces et faiblesses de chaque vaccin, il reste évident que le vaccin d'AstraZeneca ou le vaccin chinois sont beaucoup plus adaptés en termes de stockage. Mais par contre, en termes d'efficacité, il n'y a aucun problème pour tous les vaccins. Sur le plan de la recherche, les pays ont compris, en tout cas le Sénégal, des efforts sont en train d'être faits. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Et je pense que le président de la République, en tout cas, l'a compris. Parce que cette année, si vous prenez le budget de l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de fonds
qui sont en tout cas destinés à la recherche, surtout à l'équipement des laboratoires. Parce que c'est le premier pas. Il faut d'abord équiper les laboratoires, permettre que cette recherche fondamentale qui est faite au niveau des universités puisse se développer et ensuite puisse intervenir maintenant la recherche appliquée pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Si vous prenez le cas de beaucoup de pays, notamment les pays asiatiques, la Corée, etc., tous, au départ, ils ont misé sur la recherche et aujourd'hui les résultats sont là. Ce qui est évident et qui ressort comme leçon dans ce contexte de pandémie, le Sénégal, comme beaucoup de pays d'Afrique, doivent travailler pour leur souveraineté pharmaceutique et renforcer le secteur de la recherche. Merci Alassane. Évoquons à présent la dimension psychologique de la pandémie et arrêtons-nous sur le cas spécifique des jeunes privés de distraction depuis près d'1 an maintenant. Pas de navétane et pas de sortie les week-ends à cause des mesures restrictives. Vous allez le voir dans ce reportage, même s'ils acceptent et comprennent la situation, ils sont partagés entre amertume, désarroi et colère parfois. Reportage dans la banlieue de Dakar, Habib Faye, Modou Diop. Soit de s'épanouir, de retrouver les terrains de football, les boîtes de nuit entre autres, les jeunes subissent la loi du couvre-feu et du confinement. Voilà 11 mois sans activité ludique. Les jeunes ont pendant ce temps économisé beaucoup d'énergie dans leur domicile de confinement. Les activités ont été arrêtées, donc c'est des jeunes sans activité. Quand on parle de jeunes, c'est l'énergie, c'est voilà. La première fois d'assister à ces genres de décisions, des couvre-feux, pandémie et autres, c'est normal. Je pense qu'on ne devrait pas prendre les mêmes mesures qui sont prises ailleurs. Je pense que l'État devrait quand même essayer de revoir toutes les dispositions qui ont été prises pour permettre à la jeunesse, en tout cas, de pouvoir respecter les mesures barrières. Partagés entre désarroi, amertume et colère, les jeunes ne peuvent plus rester enfermés dans les carcans des activités de distraction. C'est ce qu'ils souhaitent. Compliqué si on demande de laisser les jeunes aussi de faire leurs activités, mais quand ils vont rentrer chez eux, ils vont trouver des personnes âgées. Donc ils sont entassés dans les maisons parce que aussi la situation n'est pas la même en banlieue et ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait quand même revoir tout cela. La réorganisation de la société a sonné, clame-t-il. L'État doit revoir sa politique de jeunesse durant cette période fatidique de la pandémie. Un bombe à retardement. Ça peut exploser voilà, à n'importe quel moment. Parce que, comme j'ai dit, quand on est jeune, on a plein d'énergie, on a envie de sortir l'énergie là. Le couvre-feu, nous l'avons également vécu. Je pense qu'il est important, après 1 an de Covid, après 1 an de décision, il faudra quand même revoir les choses. La crise aux multiples facettes qu'elle a provoquées doit nous conduire à maintenir et renforcer la solidarité. L'heure est désormais aux recommandations pour faire entendre la voix des jeunes dans les réponses à cette crise sanitaire. Oui, Habib, la solidarité est notre ultime bouclier. Merci. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le désarroi des travailleurs de l'hôtel Ngor Diarama à cause des conséquences économiques de la pandémie. La direction de l'hôtel a décidé de fermer le département de l'hébergement de l'établissement et de mettre le personnel dédié en chômage technique pendant 7 mois sans salaire. Sans surprise, les travailleurs sont choqués de cette décision. Selon eux, la direction est en passe tout bonnement de les licencier. Fat Bintou Conté et Diafaraba. Parti négocier un chômage technique avec un certain nombre de droits à l'inspection du travail, des travailleurs de l'hôtel Ngor Diarama se sont vus notifier la fermeture du département d'hébergement, un licenciement définitif qui ne dit pas son nom, selon les délégués du personnel. Au retour, c'est au niveau de l'inspection même qu'on nous a fait savoir que maintenant il n'est plus question de chômage technique mais d'une fermeture d'une partie de l'hôtel qui est le département de l'hébergement. Et c'est le 28 qu'on a été notifié, nous faisant savoir qu'à partir du 1er aujourd'hui, donc on nous amène en chômage technique sans solde pour 7 mois. Donc nous trouvons que ce chômage technique-là s'est déguisé en licenciement économique. Avec 17 ans de service dans la boîte, avant de se voir signifier un arrêt de travail à un moment inattendu, ces travailleurs décrivent le non-respect des procédures par l'administration de l'hôtel.
Donc, et ce que nous déplorons, parce que nous, on a fait plusieurs années dans cette maison. Et donc, il n'y a pas eu la procédure légale qui devait suivre avant d'arriver à cette question-là aujourd'hui. On n'a jamais eu une discussion concernant la fermeture de l'hôtel. La discussion qu'on a eu à tenir au niveau de l'inspection, c'était par rapport à un chômage technique qui n'a pas abouti. Les travailleurs de l'hôtel Ngordiarama comptent, dans ce cas, saisir la justice pour entrer dans leurs droits. Saisir acquis de droit. Parce qu'effectivement, comme on est dans un pays de droit, on va exploiter toutes les possibilités. Voilà, tout ce que le droit nous aura accordé, on prendra. Ces vingtaines de travailleurs disent ne pas se laisser faire et comptent se battre jusqu'à leur dernière énergie. Et Fat Bintou, selon les dirigeants de l'établissement, la situation économique de l'hôtel n'a pas cessé de se dégrader avec l'arrêt des déplacements internationaux et les mesures sécuritaires gouvernementales. Et puis un mot sur l'opération de retrait des enfants de la rue. Selon le directeur de la promotion et des protections des enfants, entre mars et novembre 2020, plus de 5000 enfants, dont 365 étrangers, ont été retirés de la rue. Écoutons là-dessus Nyokobay Diouf avec Chérif Dia. Dans le cadre d'un processus d'identification des enfants au niveau des rues, nous avons pu retirer 5330 au mois de novembre, dont les 3500 ont été retournés dans leur famille et les 1500 ont été repris soit au niveau des Dara ou réorientés ailleurs, y compris les 365 enfants non sénégalais, dont les 118 sont déjà retournés vers leur pays, notamment en Guinée-Bissau et en Gambie. Et un nombre de 163 étant en attente d'être retournés auprès de leur famille d'origine. Donc pour dire que dans ce processus également, il y a un autre niveau d'accueil, de prise en charge au niveau des centres et de retour des familles. Réinsertion, nous avons pensé qu'au-delà même du retrait, de la prise en charge et du retour en famille, il faut accompagner ces gens-là. Et nous avons conçu un programme de réinsertion sur la base de 15 milliards qui doit servir, quand le financement sera recherché et acquis, à prendre en charge les axes stratégiques qui sont contenus dans ce projet-là. Après le retrait de 137 talibés de la rue par le préfet de Ziguinchor, les maîtres coraniques de la région de Ziguinchor sont montés au créneau lors d'un point de presse. Ils réclament l'accompagnement de l'État, comme c'est déjà le cas, selon eux, pour les écoles privées et publiques francophones. Leur président avec notre équipe dans le sud. Ils se sont servis de l'expression « enfants de la rue » pour dire qu'ils sont en train de retirer des enfants de la rue, alors que ce ne sont pas des enfants de la rue. Ce sont nos disciples, nos talibés qu'ils prennent. La preuve, quand nous nous sommes rendus au niveau du centre d'accueil de ces enfants, nous leur avons posé la question à savoir, est-ce qu'il y avait des enfants non talibés ici? Aucun enfant n'a levé le doigt. Ça veut dire qu'ils étaient tous des talibés. Ce que nous demandons à l'État est simple. Les faveurs et les opportunités qu'ils donnent. Mais dañ ko masqué wu ci loolu tey opportunité bi nga xam ni moom la gouvernement bi defal talibé yi nga xam ni ñooy jàng nasaraan. Aux élèves des établissements publics et privés francophones, s'ils accordaient ces mêmes opportunités et ces mêmes faveurs aux maîtres d'arabe, si l'État prenait en charge les maîtres d'arabe, des dara, aucun enfant ne serait dans la rue. Parlons sécurité routière. L'axe Louga-Saint-Louis est l'une des zones les plus accidentogènes du Sénégal. Beaucoup d'accidents mortels surviennent dans cette région. Et pour lutter contre le phénomène, une ONG a mis sur pied un programme de formation pour les leaders communautaires. C'est un reportage de Tchernofal. L'État avait axé en fait ses interventions sur les infrastructures et le renouvellement du parc automobile. Mais il s'est avéré en fait que les infrastructures ne constituent que 3% en fait des défis de sécurité routière
et les parcs automobiles, les infrastructures, 7%. Donc 90% en fait des défis liés à l'insécurité routière sont dus au comportement humain. Nous avons certes à Louga, comme l'a dit tantôt monsieur le gouverneur et madame la directrice régionale, donc la route nationale 2 qui pose beaucoup de problèmes, mais nous avons également d'autres défis. Nous avons le secteur de Jakarta, nous avons également les hippomobiles avec les charrettes. Et pour relever ce défi, donc l'ONG Partners West Africa Sénégal a axé son intervention sur les leaders communautaires. Et pour que ces leaders communautaires puissent agir avec efficience, nous avons pensé les former sur des techniques de communication, la prévention et la lutte contre l'insécurité routière, mais aussi en tenant compte de ce contexte de pandémie Covid-19. Professeur Adjaratou Wakhandia interrogé par Tchernofal. Et pour éviter ces accidents, des transporteurs prônent justement la concertation. Selon eux, la politique tolérance zéro déclarée par le ministre de tutelle n'est pas forcément la meilleure des approches pour lutter contre les accidents de la circulation. Ces professionnels de la route se sont réunis à Joal, où nous retrouvons Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Les transporteurs du Sénégal mettent en garde leur ministre de tutelle. Ils demandent à Mansour Faye d'arrêter les menaces. La tolérance zéro est loin d'être une solution pour lutter contre les accidents. La tolérance zéro est une lourde sanction et ces genres de sanctions peuvent perturber tout chauffeur. Et quand un chauffeur est perturbé, je pense bien qu'il ne peut pas faire son travail tranquillement. Donc nous demandons au ministre de ne pas mettre en œuvre cette menace. De toute façon, ce n'est pas la tolérance zéro qui va régler ce problème. La seule solution, c'est une discussion entre chauffeurs. Ces transporteurs en conclave à Joal dénoncent aussi les transports irréguliers. Ils estiment que les garages clandestins leur portent préjudice. Le transport irrégulier que tout le monde a constaté maintenant, qui galvanise totalement le transport au niveau national, c'est pour la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour essayer de voir avec notre responsable syndical comment l'État va nous aider à éradiquer ce phénomène. Ces transporteurs du Sénégal exhortent les autorités à régulariser le secteur et mettre en place de bonnes infrastructures routières. Du transport toujours, la Société nationale des chemins de fer a reçu son premier lot de 3 locomotives de l'Afrique du Sud. Une opération qui rentre dans le cadre de la rénovation des chemins de fer du Sénégal, selon le directeur général de SNCF, Kibili Touré, interrogé par Youssou Barou. La première fois depuis 1996, donc ça fera bientôt un quart de siècle, le Sénégal ne s'était pas équipé en locomotive et donc nous sommes heureux d'avoir signé un accord d'équipement portant sur un lot de 6 locomotives de marque General Motors. Et donc là, vous avez assisté à la réception du premier lot de 3 locomotives qui prendront la route maritime dans les jours ou les semaines à venir. Bien que la réception du deuxième lot de 3 locomotives se fera en présentiel et nous le ferons ensemble comme nous venons de le faire par les voies de la technologie. Inch'Allah. Alors, et nous, en tant que maîtres d'ouvrage, nous nous efforçons tous les jours, nous nous appliquons tous les jours à, rendre des résultats. Et donc, il était clair que pour nous, il était important de trouver un moyen pour pouvoir juridiquement acter la réception des 3 premières locomotives, car comme vous le savez, nos voies ferroviaires au Sénégal datent de 1924. Donc, aujourd'hui, lorsque nous acquérons du matériel, c'est du matériel qui doit être adapté. Donc, nous devions faire face à de nombreux défis. 1, nous n'avons pas de matériel roulant. 2, nos ateliers sont peu vieux. 3, nous n'avons pas la trésorerie pour assurer, nous assurer un stock de pièces détachées, parce que aussi, comme pour les voitures, les locomotives aussi ont des pièces d'usure. Touré, directeur général de SNCF Sénégal. Dans un tout autre registre, à Rufisque, un collectif de dignitaires lébous s'insurge contre la confiscation de leurs terres. Ils déplorent également le manque d'infrastructures sociales de base dans la vieille ville. Ils étaient en conférence de presse, leur président du collectif Abdou Aziz Ndoye avec notre équipe à Rufisque. Au pench de Tchaoulène, Rufisque, s'indigne du sort réservé à la commune de Rufisque qui perd sa dignité d'antan. À côté de Dakar,
Saint-Louis, Gorée, dont les natifs étaient des citoyens français. Ce souci du sort réservé à nos terres confisquées ou en état d'être expropriées malgré les papiers que détiennent leurs véritables propriétaires. S'inquiète de l'avenir de la ville dont l'autorité de l'institution municipale est bafouée. Ce souci du sort réservé aussi aux agents territoriaux, aux délégués de quartier, payés par des recettes amputées du budget municipal, aujourd'hui, rejette à l'unanimité la suppression du statut donné à la ville, prennent position contre cette réforme annoncée ou en cours d'exécution qui remet en cause la personnalité de l'autorité de notre chère ville. Et à la lumière des nombreux litiges fonciers au Sénégal, intéressons-nous à l'obtention d'une autorisation de construire. Comment obtient-on ce document et à quel moment? Quelle est la procédure et quelle est la responsabilité des communes? Élément de réponse dans ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Tchek. Dans la capitale sénégalaise, tous les jours, de nouvelles constructions sortent de terre. Des travaux qui nécessitent un contrôle et une validation par l'autorité administrative. On parle d'une autorisation de construire. Il faut au préalable certaines démarches pour obtenir ce document. Si vous construisez votre maison, la demande d'autorisation de construire, plus les pièces justificatives, vous les déposez à la direction de l'urbanisme. Et au niveau de l'État, tous les services compétents de l'État donnent leur avis favorable. Et lorsque les services de l'État qui sont compétents à la matière donnent leur avis favorable, c'est à partir de ce moment que le document est envoyé au maire pour signature. Et là, on vous dit, vous avez 1 mois pour signer. Dans cette procédure, les communes ont une grande responsabilité dans le traitement des dossiers, mais en réalité, elles n'ont pas de mainmise sur le traitement. Récemment, il était question que si nous, les maires, nous ne signons pas, le préfet il a le droit d'octroyer une autorisation de construire. Dans ce cadre-là, donc, nous serons obligés de suivre cet acte-là. Si nous voyons un peu l'environnement dans lequel nous vivons au niveau de Ngor, nous autorisons beaucoup de R+5, R+6 qui n'ont pas de souterrain, qui n'ont pas de garage. Ce que je trouve un petit peu quelque chose qu'on doit revisiter, puisque ça nous permettra de ne pas trop encombrer les rues déjà. Suffisant pour ces autorités qui réclament plus de concertation, c'est dans l'optique de corriger tous ces manquements. Soit on donne les pouvoirs aux maires de contrôler en amont comme en aval, ou bien l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités et délivrer lui-même les autorisations de construire. Comme ça, les populations ne seront pas fâchées ou ne vont plus attaquer les maires. L'autorisation de construire a tout son sens pour le secteur du bâtiment, mais jusque-là, la phase technique est exclusivement réservée au démembrement de l'État. Ces maires aimeraient être consultés pour agir efficacement. Merci Maïmouna. Dans l'actualité sportive, parlons des enseignements de la 5e journée de Ligue 1 marquée par les défaites de Teungueth FC et Djambar, mais aussi par la victoire de l'US Gorée qui a gagné donc pour la première fois. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Peu de buts, quelques premières, un resserrement en haut du classement à l'issue de la 5e journée de Ligue 1. Teungueth FC, leader avant cette journée, est tombé à domicile face à l'ASC Jaraaf 2-0 dans le choc des représentants du Sénégal en compétition interclub africain. Première défaite de la saison pour Teungueth FC, tout comme Djambar de Saly, vaincu par l'AS Douanes 1-0. Grâce à leur succès, Jaraaf et AS Douanes occupent respectivement les 3e et 4e places du classement, au détriment de l'AS Pikine qui s'est contenté d'un nul blanc face à Dakar Sacré-Cœur.
Maître des matchs nuls, Ndiambour de Louga a encore remis ça devant Bourg, Petite Côte. Un but partout. Le Casa Sport, pas mal dans ce domaine également, est allé tenir en échec Génération Foot, rentré avec un nul blanc. Le même résultat sanctionne le déplacement du SNEPS Excellence de Thiès dans l'entre du stade de Mbourg. L'US Gorée, de son côté, signe sa première victoire de la saison. Avec le score d'1-0, les Goréens cèdent la lanterne rouge à leur victime, Niaritali. En 7 rencontres, 6 buts seulement enregistrés, le plus faible total depuis le démarrage de la saison. Au classement, Djamba retrouve la première place grâce à une meilleure différence de but devant Teungueth FC. Merci Daniel. Football toujours avec le tirage au sort du tournoi de qualification à la prochaine CAN des moins de 17 ans pour la zone A de l'UFOA qui est prévue ce mardi à Thiès. Seuls 6 pays sont concernés avec les absences du Cap-Vert, du Libéria et de la Guinée. Et ils seront répartis en 2 poules de 3 équipes. Les finalistes du tournoi les finalistes du tournoi qui va se dérouler du 5 au 13 février à Thiès vont représenter la zone A de l'UFOA à la CAN U17 au Maroc au mois de mars prochain. Et puis Pape Matar Sarr a marqué son premier but en Ligue 1 française ce week-end. Le milieu de terrain formé à Génération Foot s'est vite acclimaté au football français en démontrant tout son talent dans l'entrejeu de son club, le FC Metz. Pas une surprise selon ses anciens dirigeants du Sénégal qui lui prédisent un grand avenir en Europe. Cher Sadibou Diarra et Amadou Ba. C'est ce que nous pouvons appeler une adaptation rapide. Pape Matar Sarr, du haut de ses 18 ans, arrivé au FC Metz en début de saison, enchaîne des prestations convaincantes en Ligue 1 depuis quelques semaines. 6 matchs, 3 titularisations et même un premier but ce week-end pour l'ancien milieu de terrain de Génération Foot. Les conditions de performance à Génération Foot font qu'un enfant ou un garçon qui va aujourd'hui au FC Metz doit pouvoir s'adapter rapidement parce qu'il a été préparé tactiquement, techniquement, mentalement pour pouvoir affronter la rigueur du championnat français. Et avec ça, Pape Matar étant un garçon intelligent, doué d'une technique exceptionnelle, donc ce n'est pas surprenant de le voir à ce niveau. L'international U20, impressionnant dans les sélections jeunes du Sénégal, ne s'était pas pourtant imposé dans le championnat local. Le milieu polyvalent était taxé d'être un peu tendre dans les duels. Entre autres lacunes à corriger pour donner à sa carrière professionnelle la trajectoire qui sied à son talent. Et on a vu que Pape Matar, dans ce registre-là, il est en train de progresser. On le voit maintenant aller au charbon, tacler, aller chercher les duels. On sait que le garçon ne va pas rester éternellement au FC Metz. On a vu les cas de Sadio Mané quand il démarrait au FC Metz. Djambar qui est parti, de Baldé qui est parti lui aussi récemment, les Moussa Ndiaye. Donc il y a de la bonne graine. Et bon courage à Pape Matar. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue.